fait de serre additionnelle, eh bien, elle resterait en vert dans ces valeurs-là. Et s'il n'y avait que les facteurs humains, voilà, donc les facteurs humains expliquent l'évolution climatique actuelle pour ceux qui ont tout même. Voilà, le temps de séjour du CO2 dans l'atmosphère est de 100 ans. Eh bien, malheureusement, même si on fait quelque chose de très efficace, eh bien, on aura le même rythme d'augmentation de la température pendant 25 ans. Et les décideurs ont déjà intégré, enfin certains du moins, vous voyez, la station de ski d'Axeter, eh bien, elle a prévu sa fermeture dans les années 2030-2035, donc c'est bientôt. Alors voilà le petit panorama introductif, et maintenant on va descendre et sous terre. Vous voyez, vous reconnaissez l'illustration du voyage au centre de la Terre. C'est le livre qui a généré beaucoup de géologues, une fois qu'ils l'ont lu, deviennent étudiants. Bien, donc ça signe qu'on va changer de thème. Alors, donc, en surface, dans le climat de surface, envoie, si on peut dire, des messages, des indications, transmet de l'information, ça doit être un peu plus sophistiqué, vers les grottes. Ici, vous avez la grotte de Gargas, un relevé 3D. Alors, ça paraît bizarre, mais vous voyez les arbres ici. Voilà, vous voyez l'entrée de la grotte. Là, ce qui est en noir, c'est du caillou. Et puis, ici, en rouge, eh bien, c'est la grotte inférieure, puis la grotte supérieure. Alors, quelles sont les informations qui nous envoient? D'abord, la température. S'il fait chaud à l'extérieur, eh bien, par diffusion, la température va augmenter dans la grotte. Il y a également des relations entre l'air extérieur et l'air intérieur. Les sols produisent du gaz carbonique, ce qui change l'atmosphère de la grotte. La pluie s'infiltre, ce qui donne les égouttements que vous connaissez. La roche est perméable et des ondes de pression peuvent fabriquer, faire des transformations visibles, enregistrables, à l'intérieur de la cavité. Donc voilà les instruments qui nous permettent de regarder ce qui se passe. Bon, vous voyez, de l'eau qui arrive, et puis on compte les gouttes, on récupère de la calcite, on mesure le gaz carbonique, on mesure le radon, on mesure l'évaporation, on mesure l'hygrométrie, on mesure la température, on mesure les particules. Donc, il y a plein de paramètres dans le milieu souterrain qui vont nous permettre de comprendre quel est le microclimat de cette partie du sous-sol. Alors, les grottes sont des systèmes ouverts sur l'extérieur. Et je vais vous en montrer un exemple récent. Vous voyez, le 15 janvier 2022, je ne sais pas si certains s'en souviennent, une explosion dans le sud-Pacifique, le volcan Unga Tonga, explose. Il explose très violemment. Voilà le petit film de l'explosion, et grosse explosion. Et cette explosion qui a lieu par ici, vous voyez, là, elle envoie une onde de pression. Cette onde de pression, dans l'atmosphère, va se propager jusqu'à chez nous et faire plusieurs fois même le tour de la Terre, et également déclencher un tsunami qui lui aussi va se propager dans tous les océans. C'est un phénomène global. Ce phénomène global, eh bien, on l'enregistre dans la grotte. Vous voyez, ici, à 17 000 km du volcan, dans le gouffre d'Esparos, dans les Hautes-Pyrénées, et c'est aussi le cas à Niort, c'est aussi le cas dans d'autres sites, vous avez des anomalies de pression barométrique. Voilà, ici la pression, ici le dérivé de la pression, la variation de la pression, mais sur les températures, vous voyez qu'il y a des petites anomalies, là, quand l'onde repasse, et là, quand elle repasse pour la troisième fois. Et puis ça, ce sont les enregistrements des particules, des aérosols dans la grotte,
Et au même moment, eh bien, vous avez un pic d'aérosol dans la cavité. Voilà, donc tout ça, vous voyez, de cette activité, c'est pas moi personnellement qui la finance, hein, c'est les gens qui s'occupent du patrimoine souterrain. Alors les gens qui s'occupent du patrimoine, c'est le patrimoine culturel et le patrimoine naturel. Je parlais du gouffre d'Esparros, c'est du patrimoine naturel, des cristaux. Et le patrimoine culturel, eh bien, c'est les grottes ornées préhistoriques essentielles. Pour ceux qui connaissent, voilà le cheval de la grotte du Pechmerg. Vous connaissez le Pechmerg? Voilà, c'est dans le Lot, une grotte très très intéressante qu'on peut visiter. Hein, vous voyez ce cheval là, on voit la crinière, et puis la tête du cheval, et puis dedans, c'est un pendant de roche dans lequel est dessiné un cheval. Le cheval était en quelque sorte préexistant, hein, à cette morphologie. Si vous voulez, ça symbolise aussi le fait que la nature, hein, ces œuvres-là, hein, font partie d'un élément, d'un contexte naturel. C'est ce contexte naturel de grotte, hein, qui assure la préservation de ces peintures en maintenant leur microclimat stable. Voilà, alors la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, elle nous permet, enfin, nous commande des études de suivi, hein, suivi des micro-environnements, hein, de la grotte ici, du Pechmerg, et d'autres grottes également. Alors, l'objectif, c'est de comprendre ce qui permet la conservation de ces vestiges. Les vestiges ont ici 26 000 ans. Hein, donc c'est des vestiges très anciens, des vestiges très fragiles. Hein, donc la première question qui se pose, c'est pourquoi ces choses aussi fragiles, hein, Eric a chez lui des pisons d'argile, hein, peuvent se maintenir dans avec cette qualité, hein, de conservation pendant des siècles et des siècles, des centaines de siècles. Hein. Donc là, c'est une première question. Et la deuxième question, c'est est-ce que les activités humaines aujourd'hui vont abîmer, et dans quelle mesure, hein, il faut restreindre les activités humaines pour continuer à conserver tout ça. Voilà, alors ici la grotte du Pechmerg, quand on l'a trouvée, là en 1998, hein, il y avait des grandes variations de température, vous les voyez comme ça, les 3 premières années. Et ce qui se passait, c'était qu'en hiver, eh bien, il y avait certaines figures qui disparaissaient. Par exemple, la queue du cheval disparaissait de la frise noire du Pechmerg. Hop, il n'y en avait plus, on avait beau regarder. Donc nous, on s'est aperçu de notre côté qu'il y avait des anomalies, que ça, ce n'était pas l'état naturel. Donc on a remédié à un problème de ventilation et en améliorant le fonctionnement aérologique de la grotte. Cette grotte avait une entrée haute, naturellement, et l'aménagement de la grotte a ouvert une deuxième entrée. Et ça, c'est en général pas très bon, et ça déstabilisait une partie de la cavité. Et une fois qu'on a fait ça, hein, eh bien, la queue du cheval est réapparue, et elle est restée, permanente, hein, depuis lors. Donc, ça veut dire qu'on a stabilisé, retrouvé cet élément, disons, favorable à la conservation. Mais on a vu autre chose ces dernières années. Allez, 98, donc là, vous voyez, les anomalies, puis la stabilisation, et puis depuis une dizaine d'années, un petit peu plus, eh bien, il y a une dérive thermique. Voilà, c'est-à-dire que toutes les températures, malgré le fait que les visites sont limitées, sont stabilisées, eh bien, les températures augmentent
avec une dérive de 0,17 degrés par décennie. Et sur la paroi, 0,15 degrés, c'est à peu près pareil. Alors cette dérive, on la voit ailleurs. Hein, voilà la grotte de Bruniquel. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une grotte dans le Tarn-et-Garonne où les hommes de Néandertal les plus anciens, hein, je parle du contrôle de Laurent Bruxelles, ont construit des choses. Ils ont construit, ils ont fait des cercles de pierre, c'est appareillé. Hein, donc ce sont des constructions probablement les plus anciennes de l'humanité qui sont répertoriées ici. Donc ils sont allés dans la grotte et ils ont construit ces choses. Donc une fois qu'on s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un site patrimonial de très haute importance, eh bien on a commencé par mesurer la température et d'autres paramètres. Mais la mesure de la température est extrêmement intéressante. Hein, vous voyez ici, toutes les températures dérivent, température profonde dérive, avec des valeurs 0,26 par décennie, 0,31 par décennie, 0,18 par décennie. Donc des dérives qui sont comparables à celles de la surface. Hein, donc ce qui se passe en surface impacte sur ce qui se passe en profondeur. Et vous voyez qu'il y a un filtrage extrêmement net, il n'y a plus de saison. Hein, simplement, on a uniquement la dérive. La grotte Chauvet, c'est un peu pareil. Depuis 2012, eh bien, vous avez une dérive des températures. Voilà, les diodes de 36 000 ans, vous n'avez jamais vu ça. Hein. Une dérive des températures et une dérive également du gaz carbonique. Ça veut dire que le changement climatique affecte non seulement la technique, mais aussi la composition de l'air souterrain. Alors, plus près de nous, à Marsoulas. Marsoulas, pas loin de Salis-du-Salat. Alors là, plus curieusement, vous avez également une dérive climatique depuis la même époque, depuis 2012, avec des tendances qui sont beaucoup plus importantes, supérieures à 1 degré par décennie. Donc, bon, on dit c'est bizarre, hein, vous avez à l'extérieur 0,2, 0,3, et dedans, vous avez 1 degré. C'est la même chose au Mas-d'Azur. Vous avez des dérives climatiques là qui atteignent plus de 1,2 degrés, 1,3 degrés par décennie. C'est cette dernière décennie. La grotte de Gargaz, dans les Hautes-Pyrénées, la même chose. Hein. Donc vous avez la période un peu stable, et puis à partir de 2012-2013, ça dérive très nettement, avec des valeurs plus 0,66, plus 0,35 et plus 0,47. Ça chauffe plus près des entrées de sortie hein, qu'à l'intérieur, hein, c'est un peu plus résistant. Alors, évidemment, on s'est demandé pourquoi. Voilà, par exemple, une année. Voilà, et ici c'est 1 an, de janvier à décembre, et puis les différentes années, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vous voyez que ça s'accélère. Hein, c'est-à-dire qu'au début, bon, voilà, c'est un peu, la dérive est assez régulière, et là, la dérive s'accélère, et on la voit ici. Hein, c'est ça qui a fait le graphe, là, très bien. Voilà. Alors on peut se dire pourquoi ça s'accélère, et pourquoi à partir de 2012. Eh bien, si on prend les données météo de la station Météo France la plus proche de Gargaz, ce qu'on voit, c'est que la dernière décennie, on a une dérive de plus 1,40 degrés à l'extérieur. C'est pas étonnant qu'on dépasse, hein, qu'on dépasse les 0,3 degrés par décennie, hein, qui sont une moyenne en France. Voilà. Après, il y a d'autres problèmes qu'on n'a pas tout à fait expliqués, mais voilà, c'est le début d'une solution. Alors, il y a des grottes, heureusement, qui échappent à tout ça. Hein, voilà. Vous connaissez la grotte de Nyon, l'Ariège. Voilà, donc là, une bonne stabilité.
On a changé les appareils de mesure, ça explique cette petite marche, hein, on n'a pas à lever. Et voilà, donc ça c'est stable. C'est profond, il y a 300 mètres de roche au-dessus, et donc là, le changement climatique n'a pas finalement affecté cette grotte. Voilà, donc là on a récapitulé les zones, les grottes hein, qui chauffaient le plus, en rouge bien sûr. Hein. Voilà, le Massassi, la Vendorniac, supérieure à 1 degré, hein, Marsoulas, Gargas, et puis il y a d'autres grottes, Villarbre, Nickel, voilà, Pêche-Merle, et les zones stables, les zones profondes de Chauvet et la grotte de Lune. Donc, pour conclure, hein, vous avez ces effets du changement climatique sur le patrimoine souterrain, ils sont mesurables aujourd'hui sans contestation, et toutes les grottes qui sont relativement peu profondes, hein, c'est-à-dire inférieures à 40 mètres, eh bien, l'enregistrent. Il y a des dérives, hein, elles sont en général proches de 0,4 degrés, c'est-à-dire proches de celle de la surface, mais on a des amplifications qui existent et qui méritent encore qu'on se penche dessus. Hein, c'est ce qu'on fait actuellement. Alors, une chose importante pour la préservation du patrimoine, c'est que l'aérologie du site, c'est-à-dire les circulations d'air, eh bien, vont être modifiées par le réchauffement climatique différentiel, c'est-à-dire que, par exemple, les entrées vont se réchauffer plus vite que le cœur de la grotte, et donc les circulations d'air vont peut-être s'activer ou se ralentir. Vous avez vu à Bruniquel les tendances. Eh bien, elles ne sont pas parallèles, il y a des zones qui se refroidissent ou qui se réchauffent plus vite que d'autres, et quand elles se croisent, eh bien, les points chauds et les points froids s'intervertissent. Et donc, ça a certainement un impact. Voilà, et donc ce qu'on essaie de faire avec une équipe sympathique, là, c'est de redéfinir une stratégie conservatoire pour les grottes ornées, hein, c'est-à-dire à partir des données climatiques, à partir de la compréhension qu'on a des phénomènes physiques qui se produisent, essayer de dire, eh bien voilà, c'est ça qu'il faut faire, hein, puisqu'on a changé de paradigme depuis 10 ans. Hein, il y a 10 ans, on disait, quand une grotte avait des problèmes, on disait, eh bien, il faut retrouver l'équilibre naturel. Aujourd'hui, l'équilibre naturel, il n'existe pas. C'est une dérive de presque tous les paramètres. Donc il faut comprendre les phénomènes, apparemment un par an, enfin, on essaie de le faire, hein, pour pouvoir réagir efficacement. Les grottes sont des systèmes complexes, hein, et tous les paramètres sont liés, et c'est très difficile. C'est pour ça qu'on est un peu sur le qui-vive, hein, pour essayer de voir si on a des risques d'assèchement ou des risques de condensation, les deux pouvant aboutir à faire disparaître du patrimoine. Voilà, je termine avec une image de la nature aujourd'hui. Hein, voilà l'Europe, la nuit du 24 octobre 2022. Eh bien, voilà, on a changé, c'est plus la vague japonaise, hein, que je vous montrais sur les stands du début. Hein, c'est une consommation d'énergie extrêmement importante. Et on est face réellement à une menace existentielle. Voilà, avec, espérons-le, l'avènement d'une culture bas carbone et fondée sur la sobriété. Voilà, je laisse le dernier mot à René Descartes. Merci. Voilà, merci. Et... Bon, merci à François Bourges. C'était une conférence ardue qu'il a su rendre vivante et dynamique. On est passé d'Acusaï à Descartes, c'est vraiment très référencé. Donc avant de passer la parole à la salle, peut-être on peut faire passer aussi le micro. Moi, enfin, j'ai une question parce que vous avez tourné autour du sujet des grottes ornées, donc des représentations. Est-ce que c'est l'influence humaine, par exemple Bruniquel, ça a été découvert il y a longtemps, en 90, l'influence de l'intrusion humaine, est-ce que ça a un impact sur les
représentation, ce n'est pas le cas de Bruniquel, mais en tout cas des grottes. Et en ce qui concerne les peintures rupestres, est-ce que vous avez des stratégies pour les préserver, en dehors d'en faire des grottes doublement sanctuaires, c'est-à-dire fermées au public, ou des reproductions, comme ça s'est fait pour plusieurs grottes? Est-ce que vous avez une gestion possible, scientifique, de l'atmosphère, en particulier des grottes? Oui. Alors, il y a deux questions. Est-ce qu'on a perturbé les grottes en les visitant, en les découvrant, en les visitant? Alors, je dirais oui et non. Effectivement, on a perturbé, par exemple, la grotte de Marsoulas en enlevant les boulis d'entrée. On a perturbé la grotte de Lascaux en creusant également tout son éboulis d'entrée, avec des répercussions très néfastes sur les peintures. Bruniquel aussi. Bruniquel, non, il y a une chatière. Voilà. Pour y être passé, je peux vous dire qu'elle est étroite, et il y en a deux, elles sont longues. Donc on a essayé à Bruniquel de faire en sorte que le passage d'entrée, la communication avec l'extérieur, ne soit pas perturbée. Voilà. Donc il y a les grottes qu'on trouve actuellement, eh bien, c'est cette stratégie qui est appliquée, ne pas modifier les échanges avec l'extérieur. Autre question, c'est comment gérer une grotte ornée, touristique. Est-ce qu'il faut fermer, du coup dire, voilà, on ferme. Donc on est également, disons, payé pour ça, pour évaluer les impacts des aménagements de surface et en profondeur de la fréquentation touristique. Alors, à Pêche-Merle, à Gargas et dans d'autres grottes touristiques, on voit à Nyon également, on peut penser qu'il y a une compatibilité entre une visite raisonnée et la bonne conservation des peintures. Voilà. Il y a effectivement immanquablement des précautions, des limitations à appliquer, mais avec ces précautions-là, eh bien, nous, on ne voit pas de dégradation. On arrive à stabiliser le microclimat et les archéologues nous disent qu'il n'y a pas de dégradation. Vous voyez qu'au Pêche-Merle, on a même amélioré la situation, c'est-à-dire que l'état dans lequel on a trouvé la grotte était un état dégradé et il a fallu agir pour rétablir une situation qui nous semble meilleure, et aux peintures également, puisqu'elles restent dans leur bon état à peu près toute l'année. Merci, alors on passe à la salle. Est-ce à dire, François, que vu le réchauffement climatique, les répliques de grottes, comme on le voit à Lascaux, Chauvet, Cosquer, sont appelées à se dupliquer? Je ne sais pas, ça c'est pas trop mon rayon, mais en tout cas, pour le moment, les grottes qui sont ouvertes au public, on n'envisage peut-être d'en changer disons, les conditions d'accès, ou voilà, l'entrée, la surface également. Donc il y a un travail de mise en sécurité, si on peut dire, de l'environnement. Il n'y a pas sauf péril immédiat, de projet de fermeture de certains sites. Et il y a des répliques, mais si vous voulez, les répliques, ça coûte extrêmement cher, et donc au-delà de certains budgets, l'intérêt des répliques est discutable. Moi, j'ai deux questions. C'est est-ce qu'on peut déjà constater parce qu'au niveau du patrimoine naturel, il y a la faune. Est-ce qu'on peut déjà constater, par exemple, une diminution de la population cavernicole à l'heure actuelle dans les grottes qui sont habitées? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est est-ce que le changement climatique peut avoir un impact sismique et qui pourrait, à un moment donné, amener la disparition ou l'apparition de nouvelles grottes? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être envisagé? Oui, je vais répondre aux deux questions. La première question, et je répondrai oui, il y a un impact du changement climatique sur la biologie, puisque vous changez la température, et quand on change la température d'un milieu, effectivement,
modifie la niche écologique, si on peut dire. Et donc, au Must d'Asile, par exemple, il y a beaucoup de chauves-souris qui sont revenus ces dernières années. Voilà. On peut penser que les chauves-souris sont assez contentes de voir le milieu se réchauffer. De même, un certain nombre de micro-organismes sont plutôt favorisés par des températures un peu plus élevées. Oui, et il y a un risque conservatoire à voir des développements d'organismes qui n'étaient pas originaires de la grotte. Voilà. Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, c'était sur les risques de voir modifier le site. Alors, la sismique, je dirais non, parce que les tremblements de terre, bon, c'est assez indépendant du changement climatique. En revanche, le karst lui-même s'est construit, enfin, c'est fabriqué, le système karstique s'est fabriqué en fonction du climat. Et c'est une réponse au climat. Donc, si le climat change, le système karstique, disons physiquement, voilà, dans sa géométrie, dans son fonctionnement, va changer. Voilà. Et ça, oui. Donc ça, c'est aussi un risque. Les événements extrêmes ont déjà affecté un certain nombre de sites, mais si vous voulez, c'est un risque assez important de voir des phénomènes détruire ou transformer ou modifier des écoulements ou des choses comme ça, ou des corrosions. On ne sait pas. C'est sur le long terme. C'est sur le long terme. Ça ne peut pas arriver demain, mais voilà, c'est quelque chose dont il faut avoir conscience. Monsieur, vous voulez poser une question? Donc c'est une analyse des différents paramètres qui vous permet de faire cet exposé. Est-ce que pour la grotte d'Ogno, la partie qui émergeait derrière le siphon, vous avez eu des crédits pour placer des capteurs de manière à avoir une référence comparative entre un endroit qui est isolé de l'atmosphère actuelle et celui qui est ouvert au public? Est-ce que vous avez le financement? Non. Non, mais bon, si vous l'avez, ça nous intéresse. Bon, mais bon, le NIO a été travaillé par Claude Andrieux, qui était un chercheur du laboratoire de Moulis des années 70, 80, que j'ai connu, quand je suis allé là-bas, et qui a travaillé beaucoup sur la grotte de NIO, et qui a mis des capteurs dans la galerie Clastres derrière le siphon. Donc on a des mesures de référence de l'époque. Voilà. Et aujourd'hui, effectivement, on a très envie, et c'est ce qu'on va sans doute faire un peu la semaine prochaine. Merci pour votre conférence. Bon, en glissant peut-être un petit peu, qu'en est-il de vos connaissances, merci, de vos connaissances concernant les gouffres d'altitude à neige? Si vous voyez où je vais en venir. J'ai peu de connaissances là-dessus, pour ne pas dire aucune. J'ai jamais travaillé dans ces glacières, finalement. Bon, je sais qu'il y a des études qui qui ont été réalisées dans les Alpes, dans le Vercors également. Enfin, bon, non, je n'ai pas travaillé là-dessus, je ne peux pas vous répondre précisément là-dessus. Ce que je peux dire, c'est que dans certains sites, le réchauffement agit sur le confinement de la cavité. Quand vous avez des plateaux, que vous avez une grotte qui est comme ça, verticale, eh bien en été, vous avez un très bon confinement, ce qui fait que les atmosphères souterraines remplissent la totalité du volume et les hivers, disons, cléments, empêchent les effets de dilution ou limitent les effets de dilution. On se retrouve avec des atmosphères sur le long terme qui sont très modifiées. Alors, je ne sais pas pour la glace, mais en tout cas pour le gaz carbonique, c'est le cas, comme je l'ai montré à Chauvet. Il y a des dérives assez importantes. On peut se retrouver dans une grotte, disons, gazée, comme disent les spéléos, alors qu'elle n'était pas gazée il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Peut-être si vous me permettez, je viens de Pays d'Aulne pour le coup. On a une montagne un peu comme ici, enfin, dans les Pyrénées, à 2000 mètres à peu près. Il y a quelques dizaines d'années, j'ai descendu un gouffre
avec un névé au fond, et avec un névé d'une 30 mètres de hauteur, 20 de diamètre à peu près. Et il semble, et le parc régional va le vérifier cet été, qu'il n'y ait plus de neige, il n'y a plus de glace. Voilà, avec l'impact que ça peut avoir sur l'alimentation en eau et bien d'autres choses. Voilà, pour dire. C'est très plausible, hein, c'est quelque chose, c'est un effet direct de cette dérive qu'on peut ajouter au catalogue. Merci. D'autres questions dans la salle? Une question concernant la faune. On a parlé jusqu'à maintenant de la conservation des peintures, etc. Mais est-ce que vous avez travaillé sur les grottes de Moulis, où on est justement dans la conservation d'une faune, les protées et bien d'autres, le laboratoire de Moulis, c'est quand même... Est-ce que vous avez travaillé, est-ce que ce milieu dans lequel sont ces animaux, si on peut dire, ces véritables fossiles vivants, est-ce qu'il se passe des choses là-dedans? Comment ça se passe exactement? Alors, j'ai travaillé une année au laboratoire de Moulis, j'ai passé un an dans la structure du CNRS en 1994, donc ça fait très longtemps. Donc j'ai fait des mesures, effectivement, et à l'époque il y avait Claude Andrieux, eh bien j'ai travaillé un peu avec lui, c'était un très grand souvenir, on travaillait avec des pionniers comme ça. Après je n'ai pas continué ce travail, hein, voilà, j'ai fait autre chose, mais je pense qu'il y a une continuité, hein, et il y a des suivis, en tout cas des mesures qui continuent à être faites. Je ne sais pas, là je ne peux pas vous répondre, hein, je n'ai les infos que de cette époque-là. Parce qu'ils ont trouvé des nouvelles espèces, etc. Est-ce que c'est à cause du changement du milieu? Est-ce que c'est à cause ou est-ce qu'ils ne les avaient pas trouvés avant? Parce qu'il n'y a pas que les protées maintenant, il y a d'autres... Oui, les protées ne sont pas de Moulis, ils sont importés. Oui, ils viennent de Yougoslavie, voilà. etc. Mais effectivement, il peut y avoir d'autres animaux qui se sont développés parce que le climat a changé. Je ne sais pas. Hein, là, franchement, je préfère pas répondre. D'autres questions? Bon, en tout cas, merci pour votre attention et pour les questions très pertinentes.